Bonjour, l'émission spéciale de Radio Arménie aujourd'hui a pour invité Sarkis Shahinian. Bonjour Sarkis. Bonjour Hilda. Sarkis, vous êtes le secrétaire général du groupe de parlementaires Suisse-Arménie et à ce titre, vous avez été à l'initiative d'une initiative, cela s'appelle comme ça, une initiative suisse pour la paix au Haut-Karabakh. Et donc, vous avez tenu des sessions en Suisse pour le lancement de cette initiative. Et j'aimerais parler avec vous la raison, des raisons qui vous ont poussé à prendre cette initiative d'un processus suisse pour la paix au Haut-Karabakh et de la feuille de route de cette initiative, si c'est possible. Alors, donc, cette initiative suisse a réuni des parlementaires, réuni des personnalités du monde politique en Suisse et d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dire, dans un premier temps, qui est intéressé, qui est impliqué dans cette initiative? Alors, je vais commencer par la petite histoire qui a démarré le 12 juillet dernier avec l'invitation de Bartan Oskanian et des avocats des prisonniers de guerre à Bakou, qui sont actuellement euh, jugés à Bakou pour du terrorisme et de crimes de guerre. Il a été invité par la Christian Solidarity International à un événement, un side event, donc un événement à côté de la session des droits, du Conseil des droits de Comité des l'homme. droits de l'homme. Mm. Et il a expliqué les raisons pourquoi le Comité pour la défense des droits fondamentaux des Arméniens du Haut-Karabakh, dont il est le coordinateur et président, s'implique dans la défense de ces droits. Suite à ça, il y a eu un voyage du parlementaire de l'Union démocratique fédérale, Erich von Tobel, en Arménie, en octobre dernier, suite à laquelle il a présenté à la Commission des affaires extérieures du Conseil national un texte, une motion, qui a été acceptée. Elle a été mise au vote, elle est passée au Conseil national. Elle a été, vu qu'il s'agit d'une motion, été présentée aussi à la commission consort du Conseil des États, qui est le Sénat, au début janvier de cette année. Euh, a été euh, acceptée avec une forte majorité et avec une majorité encore plus forte, le 18 mars, elle a été définitivement avalée, acceptée par le Validé. Conseil Mm. des États. Mm. Euh, on s'est rendu compte, parce que le groupe parlementaire d'amitié Suisse-Arménie, bien évidemment, a travaillé derrière les coulisses en travaillant euh, sur un fact sheet qu'on a distribué aux parlementaires du Conseil des États, et suite auquel il faut dire qu'on a rejoint une majorité très importante, qui était même plus importante que celle qu'on a eue au Conseil national. Euh, Imaginez-vous que 13 conseillers aux États du Parti du Centre, qui était l'ex-Parti démocrate chrétien, ont voté en faveur, ce que était inimaginable il y a même 6 mois. Et ceci a quand même porté à une prise de conscience de la part de certains parlementaires et de la Christian Solidarity International que ce n'était pas suffisant. Et ceci suite au fait que le ministère des Affaires étrangères était dès le début contraire à cette motion et a réagi aussi d'une façon assez décevante par rapport à cette acceptation. Donc, pour ne pas permettre le même destin de cette motion que celle qui était dédiée aux Palestiniens,
Il y avait, c'est-à-dire une motion auparavant, qui demandait à la Suisse de organiser une initiative de la paix, donc de proposer un tremplin de discussion, de pourparlers entre Israël et Les l'autorité nationale Palestiniens. palestinienne pour la crise qui est en train de étrangler Gaza et bien évidemment aussi la Cisjordanie. Là, la Suisse, elle a attendu jusqu'à la dernière minute et à la fin, elle a dit, ben, écoutez, on a parlé avec les deux parties, Israël n'est pas d'accord, donc on va, euh, on va laisser tomber la chose. Et dans ce cas, on ne veut pas laisser tomber la chose. On ne veut pas que la Suisse arrive à nous dire, on a parlé avec l'Azerbaïdjan ne veut pas entendre, et donc il ne faut pas la faire. Non, au contraire on va avoir le souffle sur le cou du DFAE et on va tout faire pour que les deux parties, et les deux parties, je le souligne, c'est bien l'État de l'Azerbaïdjan et les représentants officiels des Arméniens du Haut-Karabakh. Ce n'est pas l'Arménie en Claire. tant que la République d'Arménie. La Mm. République d'Arménie a un rôle très important de facilitateur étant donné qu'il est le seul sujet international reconnu arménien euh, en tant qu'État. Et en plus, il ne faut pas oublier, il était directement impliqué euh, dans la guerre de 2020, tellement que le cessez-le-feu a été signé par et le président azerbaïdjanais et le premier ministre arménien et le président russe. Donc, euh, pour ne pas laisser tomber cette initiative, 19 parlementaires suisses des deux chambres se sont constitués euh, dans une commission de soutien euh, pour l'initiative de la paix. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça. La motion s'appelle comme ça, pour faire de façon que cela ait une profondeur, que cela puisse avoir euh, une vraie volonté de la part du DFAE d'aller de l'avant. Mm. Alors, quel est le statut de cette commission qui s'est constituée? C'est une Le sta- commission libre. Je veux dire, ce n'est pas une vraie commission parlementaire. Il non, s'agit de quelque chose d'informel. D'accord. informel d'un point de vue, si on regarde Point de vue juridique, je veux les dire. autorités, disons, qui émanent du Parlement, ce n'est pas une commission qui émane du Parlement. C'est une commission qui a été constituée sur l'initiative des parlementaires, Extra-parlementaire, mais avec des parlementaires. que avec le parlementaire. D'accord. Alors, moi, je voudrais qu'on recommence un peu à parler du fond du sujet, c'est-à-dire la question du rapt aujourd'hui par l'Azerbaïdjan du territoire de l'Artsakh, c'est-à-dire du Haut-Karabakh, en tout cas du Haut-Karabakh, la région autonome du Haut-Karabakh de l'époque soviétique. C'est Oui. là que l'Azerbaïdjan a eu la tutelle sur ces territoires pendant l'époque soviétique, et du statut des Arméniens d'Artsakh qui ont été déportés, qui se sont déportés sous la menace en Arménie. Alors, je voudrais un peu parler donc de la réalité du terrain dans un premier temps et ensuite de leur statut juridique aujourd'hui et des différentes possibilités que vous voyez pour remédier à la situation d'aujourd'hui. Alors, donc, rappel très court en décembre 2000, pardon, en septembre 2023, il y a eu l'assaut final par l'Azerbaïdjan sur la région du Haut-Karabakh, sur la République autodéterminée du Haut-Karabakh, d'Artsakh, et sous la menace donc de l'extermination, les Arméniens, on a ouvert la route vers l'Arménie, alors que cette route était fermée pendant plus de 10 mois l'année précédente, et on avait
condamné les habitants du Haut-Karabakh à la famine. On, je dis, l'armée azerbaïdjanaise, c'est clairement donc l'Azerbaïdjan qui a commis donc un acte des actes de crimes contre l'humanité par l'imposition de ce blocus sur les Arméniens. Ensuite, donc, l'assaut final, et on ouvre la voie vers le chemin vers l'Arménie. Donc, les réfugiés arrivent euh, dans un état d'exténuation extrême en Arménie après plusieurs jours de route sans eau, sans nourriture, sans rien. Donc voilà, donc un crime qui a été commis contre les Arméniens. Mais surtout aujourd'hui, cette région qui était une région autonome qui avait été non pas rattachée, mais qui avait été mise sous la tutelle de l'Azerbaïdjan, la tutelle administrative de l'Azerbaïdjan. Cette région aujourd'hui a été totalement annexée par donc d'ailleurs cette annexion pardon n'est pas du tout récente puisque c'est au moment de la déclaration d'indépendance de l'Azerbaïdjan que l'Azerbaïdjan a annexé une région qui ne lui appartenait pas. Voilà, donc euh, le fond historique, c'est ça. Aujourd'hui, les Arméniens du Haut-Karabakh se trouvent en Arménie et quel est leur statut dans la législation arménienne aujourd'hui? Ils n'ont pas de statut. C'est-à-dire que même les autorités rarabariotes ne sont pas reconnues en tant que telles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une reconnaissance formelle de la part de la République d'Arménie des représentants officiels de la République du Nagorno-Karabakh-Artsakh. Ça, c'est l'état des choses. Mais c'est à eux de avoir la capacité de s'autodéterminer. Ils l'avaient fait. Et ils vont prochainement, d'ailleurs, tenir des élections pour renouveler un parlement en exil. Ce que la République d'Arménie, donc l'administration de la République d'Arménie va faire, c'est une autre histoire. Alors, ça, en ce qui concerne les Arméniens du Karabakh. Mais les Arméniens du Karabakh ont un statut euh, auprès de la communauté internationale parce que cette commission présidée par Vartan Oskanian, l'ex-ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, est maintenant justement président de cette commission pour la défense des droits fondamentaux des Arméniens du Haut-Karabakh, s'occupe de ça. Et elle existe. Pour rappeler Là, que cette commission a été créée par le Parlement exactement. du Haut-Karabakh et je précise par un Parlement euh, démocratiquement élu par le peuple du Haut-Karabakh, c'est-à-dire Absolument. d'Artsakh. Absolument. Alors, c'est ça, la situation de la représentativité des Arméniens d'Artsakh, c'est ça. L'Arménie a un problème par rapport à ceci. Ce problème est imposé par l'Azerbaïdjan. Les Rarabartsi eux-mêmes se sont donné quand même cette faculté de être représentés par un parlement, même s'il s'agit d'un parlement en exil, et une commission. Alors, rappel historique, le fait que les Arméniens du Haut-Karabakh ne sont pas reconnus en tant que tels aujourd'hui, en Arménie même, et donc vous disiez très justement que ça posait un problème, où le pouvoir, l'attitude du pouvoir en Arménie pose problème aujourd'hui. Il faut rappeler aussi que ces Arméniens qui sont réfugiés en Arménie, ces Arméniens du Haut-Karabakh, de l'Artsakh, ont un problème de statut puisque ils avaient des passeports arméniens. Ces passeports ne sont pas considérés aujourd'hui, ne sont plus considérés aujourd'hui comme des titres d'identité pour avoir la nationalité arménienne. Et on a demandé à cette population de renoncer à son statut de réfugié
pour pouvoir avoir, en tout cas, de renoncer à ce qui pouvait constituer comme un droit sur leur terre d'origine, c'est-à-dire en Artsakh, pour pouvoir bénéficier de la nationalité arménienne alors qu'ils avaient un passeport arménien jusque-là. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi préciser, je pense, parce que ça fait partie d'un tout de- quand on parle du statut des Arméniens d'Artsakh. Alors, je ne sais pas ce que donne comme droit le fait d'avoir la nationalité arménienne, car la vérité, c'est que tout Rarabartsi, outre que la nationalité du Haut-Karabakh, a aussi la nationalité arménienne. Ce que je sais, c'est que la nationalité arménienne des Arméniens du Haut-Karabakh ne leur donne pas le droit de voter et d'être votés en Arménie. Ça, Mhm. c'est une autre question. D'être Et élu. l'autre question que vous avez soulevée, c'est exact. C'est la question de renoncer à leur statut de réfugié alors que le UNHCR leur avait concédé ce statut de réfugié. Donc, Mhm. il y a une triangulation qui ne fonctionne pas, qui est dictée par des intérêts qui vont au-delà de ceux de l'Arménie, qui sont clairement des intérêts qui sont imposés par l'Azerbaïdjan. Et par ceci, on se retrouve dans une situation contradictoire. Alors, mais ceci en ce qui concerne la constitution de cette commission de soutien euh, pour l'initiative suisse de la paix, n'a pas directement un impact. Parce que c'est maintenant aux parlementaires suisses de suivre l'importance, le ITER, le processus de ce qui va se passer dans les prochains 12 mois. Parce que la motion même, elle rappelle que dans les 12 mois, à partir de l'acceptation de la motion, le DFAE doit mettre sur pied une conférence pour la paix. DFAE, DFAE, Département c'est... fédéral des affaires étrangères, donc le D'accord. ministère des Affaires étrangères, Mm. suisse. Ouais. Très bien. Alors, revenons donc à cette initiative. La Suisse est aussi connue pour être un pays qui a servi souvent d'intermédiaire, en tout cas de lieu de dialogue entre des opposants, entre des ennemis. Et donc, c'est tout à fait dans j'allais dire, dans la tradition suisse et dans la culture suisse de servir d'intermédiaire entre des pays ennemis, entre des opposants, pour résoudre des problèmes et des conflits. Donc pour cela, la Suisse est un pays, j'allais dire, qui ne contredit pas par cette initiative à sa nature. Au contraire, Au contraire, et c'est une opportunité que vous avez utilisée pour essayer d'aller plus loin. Alors, cette initiative, suppose quoi entre cette initiative de paix entre les Arméniens du Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan? Est-ce que cela signifie que la Suisse va demander aujourd'hui à l'Azerbaïdjan de dialoguer avec ses anciens habitants, oui, c'est-à-dire les anciens habitants de l'Artsakh oui, c'est qui, exactement ça. qui étaient dans Exactement ça. la République soviétique socialiste d'Azerbaïdjan et qui a demandé son autodétermination? C'est exactement ceci. C'est-à-dire que bon, l'intention de la Suisse est de demander à l'État azerbaïdjanais d'être d'accord ou de ne pas être d'accord avec le contenu de cette motion. Et suite au contact informel que j'ai eu directement avec le DFAE, la Suisse va faire la même chose avec l'Arménie. Alors que j'ai tiré quand même la sonnette d'alarme en disant, c'est pas l'Arménie qu'on demande qu'il soit l'interlocuteur principal de l'Azerbaïdjan, mais ce sont les Arméniens du Haut-Karabakh. Donc, c'est aux Arméniens du Haut-Karabakh qu'il faut faire la demande. Mhm. Là, c'était pour clarifier les deux choses. Mais il faut aussi souligner
comme je l'ai dit tout au début, que c'est très important que l'Arménie soit impliquée, bien évidemment, dans ce processus-là, parce que, ben, bien évidemment, ça touche aussi une partie, une grande partie d'intérêt arménien. Car on ne peut pas feindre de ne pas avoir dit le Karabakh et l'Arménie est fin, comme c'était au début d'automne ou la fin d'été 2020 de la part de Nicole Pachinian, et maintenant d'oublier tout ça, c'est pas possible. Euh, et c'est la vérité. C'est-à-dire, ces centaines de milliers de gens sont bien allés en Arménie. Alors, il faut comprendre quel sera leur destin, quel sera le destin physique, psychologique, Et leur anthropologique. lien avec leur terre d'origine. Absolument, c'est ça. Et le fait de souligner l'importance de la défense euh, de l'héritage culturel et cultuel arménien au Haut-Karabakh, ça n'a strictement pas de sens s'il n'y a pas d'Arméniens sur ces terres qui étaient toujours habitées par des Arméniens. Donc là, avant de parler de ça, il faut bien parler du droit au retour sécurisé des Arméniens du Haut-Karabakh dans leur terre d'origine. Mhm. Alors, c'est une initiative qui est extrêmement intéressante, puisque c'est fondé sur une tradition de la Suisse. Il y a un cadre juridique qui a été créé pour en arriver jusqu'au ministère des Affaires étrangères du pays. Et là, il y a donc, j'imagine, une feuille de route qui est définie par vous et par cette commission et par le ministère des Affaires étrangères. Qu'est-ce qu'on attend? Quels sont les prochains pas à accomplir, en tout cas les prochaines étapes d'un processus que vous voulez lancer pour la paix et pour le retour des Arméniens du Haut-Karabakh chez eux. Premièrement, du côté des parlementaires, il faudra qu'ils prennent contact, et c'est ce qu'ils ont commencé à faire avec le ministère des Affaires étrangères, justement pour suivre les pas à accomplir de la part du DFAE. Le deuxième point, c'est de alerter l'opinion publique suisse par rapport à ce sujet, en soulignant l'importance que la Suisse a, l'intérêt que la Suisse a dans l'implication dans ce projet. N'oublions pas que la Suisse recevra la présidence de l'OSCE l'année prochaine, en 2026. Et là, elle aura d'autant plus une possibilité accrue de faire quelque chose dans la région. Je peux d'ores et déjà vous dire que la Suisse a intérêt et a l'intention d'ouvrir les yeux sur quelque chose qui ne soit pas nécessairement le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Parce que là, elle a déjà donné. Elle a fait la conférence de Lugano pour la récolte de fonds en faveur de l'Ukraine. Elle a organisé le sommet au Bürgenstock au mois de mai de l'année dernière euh, en n'invitant malheureusement pas, parce que ils l'avaient invité, mais ils ont refusé les Russes et les Chinois à être présents. Mais ils se rendent compte que maintenant, ils se sont beaucoup débalancés par rapport à cette histoire. Et Mhm, ils se rendent aussi compte que il n'y a pas seulement que le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Il y a aussi le Caucase du Sud. Et là, ils auront un œil privilégié. Plus que ça, pour le moment, je ne peux pas vous dire. Retournons au numéro 2 des points que je vous ai dit, c'est-à-dire l'importance que les médias suisses puissent avoir sur ce sujet. À partir euh,
déjà d'une année avant le conflit d'automne 2020, on s'est bien rendu compte que euh, il y avait un silence inexplicable, et de point de vue des médias suisses et de point de vue des médias mondiaux par rapport au conflit arméno-azerbaïdjanais. Et donc, on a du travail à faire, les parlementaires ont un travail à faire, et ce comité a vraiment la possibilité de pouvoir briser cette glace. Le troisième point, c'est évidemment le fait de foncer dans la direction du soft power, c'est-à-dire il ne faut pas nécessairement penser seulement au niveau parlementaire, pas seulement à niveau des médias, mais il faut penser par exemple en direction des églises. Et ce qui s'est passé mardi et mercredi dernier, justement d'ailleurs ici à Berne, c'était quelque chose de très important par rapport à ceci. Le Conseil mondial des Églises a organisé, sur proposition du Catholicos de tous les Arméniens, Karitkin II, un symposium visant la protection du patrimoine culturel et cultuel du Haut-Karabakh. Et ceci est évidemment fait pour essayer de capter l'attention de l'opinion publique par rapport à une présence qui n'était pas seulement une présence humaine, mais c'était une présence beaucoup plus développée, architecturale, Culturel, historique, monumentale. Donc, patrimonial. et quelque chose qui allait au-delà de la chrétienté. Parce que si on parle d'Ikranagert, on parle de quelque chose qui s'était passé bien avant le quatrième siècle après Jésus-Christ. Donc, vous comprenez l'importance de pouvoir toucher les différentes facettes de la société civile et politique suisse. Et le quatrième point, que peut-être les parlementaires n'ont pas encore envisagé, mais et qui est bien évidemment sur la table, et ça, je l'ai souligné lorsque on m'a posé la question lundi dernier, c'est évidemment d'attirer l'attention de tous les gens, avant tout des autorités suisses, mais aussi de l'opinion publique suisse et mondiale sur Sokar. Comment on peut imaginer que l'argent qui est à la source de cette guerre puisse être produit fondamentalement en Suisse? Là, on parle de quelque chose. Expliquez, s'il vous plaît, expliquez donc l'affaire Sokar en très peu de mots Je vous dis pour très les clairement, auditeurs de Radio Harmonie. la SOCAR, la State Oil Company of Azerbaijan Republic, a son centre européen à Genève. Et la SOCAR est arrivée à partir de 2020 à avoir un chiffre d'affaires qui dépasse les 36, attention, milliards, pas millions, milliards de dollars par année. Mm, Alors, une grande partie de cette chiffre d'affaires est allée et va en ce moment directement à renforcer la cour aux armements de l'Azerbaïdjan. Et mhm, l'Azerbaïdjan a pu, bien évidemment, avoir raison des Arméniens grâce à une avancée extrêmement importante par rapport aux Arméniens. mm, Pas seulement les drones, mais c'était tout le système militaire qui avait considérablement progressé grâce aussi à l'organisation de la Turquie. mm, Et cet argent est aussi servi pas seulement pour les armements, mais aussi pour avoir vous dites comment en français, des euh, euh, Söldner, donc des soldats qui sont payés, mercenaires. des mercenaires. Des mercenaires en provenance et de la Syrie, donc des djihadistes, et du Pakistan. Donc, tout ça devrait quand même faire penser aux gens et devrait pas seulement faire penser, mais devrait faire avancer certaines choses euh, en direction du droit pénal. C'est-à-dire, SOCAR doit répondre
sur le plan pénal pour ce qui s'est passé contre les Arméniens en 2020, jusqu'à aujourd'hui. Et ceci, évidemment, Alors, permettra de comprendre ce que Sokar a fait au-delà de tout ça, c'est-à-dire tout l'argent qui a été distribué au plan des médias, au plan politique, exactement comme c'est passé et à Bruxelles, et en Italie, et en Allemagne. et à Strasbourg au Conseil de l'Europe. Ouais. Euh, Saki Chahinian, donc, compte tenu de ses intérêts de la Suisse, en tout cas des connexions économiques et en termes de pétrole entre la Suisse et l'Azerbaïdjan, est-ce que vous croyez que la Suisse peut jouer un rôle neutre dans cette tentative d'initiative pour la paix entre les Arméniens du Haut-Karabakh et l'Azerbaïdjan? La diplomatie est l'art de l'impossible. Donc, la vérité, c'est que les Suisses priment dans l'art de la diplomatie et ils sont très bons en ce qui concerne et recevoir de l'argent et faire leur devoir dans le cas directement impliqué dans le fait de faire retenir ce que l'Azerbaïdjan a fait par rapport à la question arménienne. Ce ne sera pas une solution définitive, ce ne sera pas une solution, je dirais, équitable. Le silence à niveau européen, à niveau mondial et à niveau suisse ne tombe pas du ciel. Ça pue l'argent loin de milliers de kilomètres. Mm, Et cet argent est dans les poches de l'Azerbaïdjan. Et mm, l'Azerbaïdjan a fait un travail considérable. Chapeau, a su savoir utiliser l'argent par les canaux de la corruption d'une façon extrêmement savante et a su exactement acheter le silence de l'opinion publique mondiale, y compris celle de la Suisse. mm. Euh, donc, cette initiative suisse pour la paix est lancée maintenant. Est-ce que vous avez vous-même, en tant que responsable du groupe parlementaire, en tout cas en tant que secrétaire général du groupe parlementaire Suisse-Arménie, est-ce que vous avez un rôle à jouer Ah oui, dans cette initiative? bien évidemment, on l'a joué d'ailleurs. On l'a Vous l'avez joué, déjà joué, mais pour l'avenir. évidemment, évidemment. C'est grâce aux expériences qu'on a recueillies, les gens, le networking qu'on a, qui n'est pas peut-être assez puissant, mais il n'est pas négligeable. Donc, on va se retourner les manches et puis on va travailler. Et on travaille d'ailleurs. On travaille déjà maintenant Mm, avec comment dirais-je, euh, euh, la tranquillité que ça s'impose, euh, mais on va faire notre devoir. mm. Euh, Zaki Chahinian, donc une question qui concerne l'OSCE. Le groupe de Minsk, qui a travaillé pendant une trentaine d'années pour trouver une solution négociée et dans la paix entre l'Azerbaïdjan et la partie arménienne, est menacé aujourd'hui de dissolution, puisque l'Arménie a quasiment officiellement donné son accord pour la dissolution du groupe de Minsk, exigé par l'Azerbaïdjan et voire la Turquie, pour ne pas laisser de traces, si vous voulez, euh, de tout le dossier du Haut-Karabakh. L'Arménie donc a donné quasiment son accord, en tout cas a déclaré que si l'Azerbaïdjan était prêt à signer l'accord de paix, entre guillemets, assez improbable entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, l'Arménie se renoncerait ou demanderait à l'OSCE d'annuler, en tout cas
j'allais dire, de supprimer le groupe de Minsk officiellement. Alors, il y a plusieurs démarches. Alors, Avant tout. Euh, je termine donc oui. la question. Euh, le fait que la Suisse a accepté de jouer ce rôle d'intermédiaire pour une initiative de paix dans les mois futurs, et que la Suisse va prendre la présidence de l'OSCE bientôt, est-ce que vous pensez que la Suisse peut ou est intéressée par l'arrêt de cette initiative de l'Azerbaïdjan suivie par l'Arménie de supprimer, d'annuler le groupe de Minsk? Alors, vous avez posé plusieurs questions. La chose la plus importante est la réalité du groupe de Minsk. Le groupe de Minsk n'est rien d'autre que un groupe qui a été mandaté par la présidence de l'OSCE, qui a mandaté la Russie, la France et les États-Unis pour trouver une solution à partir de 1993 à la question du Haut-Karabakh. Le groupe de Minsk a rendu officiellement visite aux autorités du Haut-Karabakh à Stepanakert. Et ceci, même avec la fin du groupe de Minsk, c'est une réalité que personne ne pourra jamais mettre en question. C'est-à-dire Vous voulez l'OSCE. dire la réalité historique de la visite? La réalité. C'est une réalité. C'est quelque chose qui s'est passé. On ne peut pas le remettre en question. Ce serait comme remettre en question les procès qui ont eu lieu en 1919 contre les unionistes et qui ont été effacés et les décisions ont Oui, été de la Turquie. effacées par Mustafa Kemal en 1921. Alors, euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le positionnement de l'Arménie. Si l'Arménie demande la dissolution du groupe de Minsk, elle doit demander cette dissolution à la France, aux États-Unis et à la Russie de se retirer par rapport à ce groupe. Et en même temps, elle doit demander à la présidence de l'OSCE de dissoudre euh, euh, cette autorité. Or, ça ne revient pas à l'Arménie de dissoudre le groupe de D'accord, Minsk. C'est l'OSCE qui décide. bien sûr. Et bien évidemment, c'est pas avec un clin d'œil une chose pareille peut être faite. L'Azerbaïdjan est en train de son positionnement de force militaire, de dicter à l'Arménie de faire ce que elle veut. Mais de là à imposer quelque chose à un organisme international, ça en découle. Maintenant, euh, si l'Arménie va le faire, c'est une autre question. Il y a des bonnes probabilités qu'elle demande une chose pareille, parce que la priorité de l'Arménie est évidemment la paix. Ça, c'est évident. Oui, Le point, c'est que, à mon modestissime avis, l'Arménie, au moins, l'administration arménienne responsable en ce moment de l'État arménien n'a pas très bien compris ce que pourrait être la conséquence de continuer à dire oui aux pré, euh, conditions ou aux conditions continuellement additionnées de la part de l'Azerbaïdjan. Je pense que là, on a un gap assez important. Et d'ailleurs, le commentaire du président du Parlement tout dernièrement le laisse clairement à comprendre. mhm, Donc là, je dirais, ce ne sera pas si facile d'avoir une signature du traité de paix de la part de l'Azerbaïdjan, étant donné que les choses sont ainsi. Parce que ben, c'est avant tout l'Azerbaïdjan qui n'a pas compris qu'en augmentant les préconditions, euh, il ne facilite pas la tâche de M. Pachinian. Parce que
demandant de revoir la Constitution, déjà là, il a fait un autogol, l'Azerbaïdjan. Parce que vous pouvez pas, en tant que Premier ministre d'un État, écraser d'un moment à l'autre ce que la Constitution dit. Vous Mhm. devez induire un référendum qui est très difficile pour essayer d'avoir la voix du peuple qui dit oui ou non. Et si vous faites une chose pareille, juste avant les élections politiques qui vont se passer l'année prochaine, ben, ce sera un double autogol. Parce que vous allez, si c'est un non, ce que fort probablement va se passer, ben, c'est un non. Et là, c'est la voix du peuple arménien. Si ce sera un oui, ce sera la fin du gouvernement Pachinian. Mhm. Alors ça, c'est donc en aparté, je veux dire, c'est un peu une aparté qu'on a faite et qu'on peut développer à une autre occasion. Pour terminer cet entretien, Saki Shainian, moi je considère, et je pense que c'est l'objectif aussi, je considère que cette initiative pour la paix par la Suisse donne aussi une certaine autorité à la commission du Parlement du Ragapar créée, et ça donne aussi un statut international à cette commission. Et donc, c'est ce qui est intéressant. Et est-ce que vous pensez que, i- en annexe à votre initiative, il peut y avoir non pas des initiatives parallèles, mais des opérations à l'international, en Europe en particulier, et peut-être dans d'autres pays démocratiques? Est-ce qu'il peut y avoir d'autres processus engagés qui puissent donner un statut, comme ça a été le cas par exemple de l'autorité palestinienne ou de l'OLP à l'époque, avant l'autorité palestinienne, d'interlocuteurs pour la question des réfugiés de l'Artsakh? Est-ce que vous pensez à d'autres initiatives qu'on pourrait développer dans d'autres régions, dans d'autres pays? À deux niveaux. Un, c'est que d'autres législatifs, notamment européens, euh, puissent adopter une résolution qui soutient la création de cette plateforme de côté de la Suisse. Car la Suisse, elle a un statut internationalement reconnu en tant que médiateur pour les conflits. La Suisse n'est pas seulement la dépositaire du droit international humanitaire, elle est aussi le siège du CICR, Mhm. qui d'ailleurs a Qui est en été train d'être banni par... fermé, euh, qui ferme son bureau à Bakou actuellement, en tout oui, cas qui essaye de ne pas fermer, mais qui n'a pas réussi encore. oui, mais c'est ça. La vérité, c'est que ce statut international appartient à la Suisse. Et donc, si, par exemple, j'invente la France, la Belgique, l'Autriche, l'Allemagne votent en ce sens, ce sera un appui non indifférent par rapport à la Suisse. La deuxième chose, ce serait que ces autres pays de l'AECE puissent accepter d'aller de l'avant dans ce qu'on appelle le mécanisme de Moscou, ce que le juriste international Philippe Calfayan avait mis sur place auparavant et qui fait partie aussi du collège qui défend les prisonniers politiques arméniens du Haut-Karabakh et qui arrive à demander il en faut au moins 10 d'États qui fassent une demande officielle à la présidence de l'OSCE lui demandant de mettre sous la loupe euh, les violations du droit international ou du droit tout court, hein, au sud du droit national, de la part de l'Azerbaïdjan. Et en ce qui concerne les prisonniers de guerre, les procès fictifs des prisonniers de guerre arméniens à Bakou, c'est un point qui est extrêmement clair, étant donné que la Cour internationale de justice s'est déjà exprimée par rapport à ceci. Et donc, euh, le, euh, le gabarit qui serait
à disposition euh, de la présidence de l'OSCE, une fois invité à saisir cet instrument, serait extrêmement puissant. Et ça reviendrait, bien évidemment, à défendre les intérêts des Arméniens. Merci beaucoup pour cet entretien, Sarkis, et bonne continuation dans votre initiative qui nous intéresse tous. Et nous suivrons de près les réalisations de cette commission. Merci. C'est moi qui vous remercie.